Autour des premiers conflits sociaux de la loi travail qui entre en application, la rupture conventionnelle collective a-t-elle du mal à passer? La flexibilité est-elle déjà à l'œuvre? Mais y aura-t-il plus de sécurité pour les salariés? On en parle après la mise au point de Sandrine de Calvez. Pas question d'essuyer les plâtres des ordonnances Macron. Les syndicats de l'enseigne de prêt-à-porter Pinky ont rejeté hier le dégraissage présenté par les dirigeants du groupe. Un plan censé inaugurer une des nouvelles dispositions du Code du travail, la rupture conventionnelle collective. Je pense qu'ils espéraient que ce soit la première entreprise qui aille dans ce sens-là et non. Donc effectivement, ils ont bien bloqué en début de réunion quand la CFDT a annoncé que nous n'étions pas signataires et du coup se sont retrouvés face à 3 organisations syndicales qui étaient contre. Rejetée par Pinky, la rupture conventionnelle collective pourrait être adoptée chez PSA, Engie et le groupe Le Figaro. Plus simple, plus rapide à mettre en place pour les entreprises, ce dispositif de départ volontaire est issu des ordonnances Macron. Un premier test pour un président qui veut faire de 2018 l'année du travail. Nous avons besoin du travail et je le défendrai sans relâche, en permettant à chaque travailleur de gagner davantage par celui-ci, en formant nos concitoyens qui sont au chômage pour qu'ils puissent retrouver un travail et les compétences nécessaires pour cela, en formant nos jeunes par l'apprentissage. Formation, apprentissage, réforme de l'assurance chômage. Sur ces chantiers à venir, Emmanuel Macron et le gouvernement sont attendus de pied ferme. Il ne suffit pas de parler de projet social pour faire du social, ou dire qu'on va s'intéresser aux chômeurs pour en même temps préparer une réforme des ACEDIC où manifestement les chômeurs seront toujours plus contrôlés et où en plus de ça on va les obliger à prendre des emplois souvent déqualifiés, moins payés. Entre plus de souplesse pour les employeurs et plus de sécurité pour les travailleurs, Emmanuel Macron a-t-il choisi son camp? Pour doper l'emploi, faut-il sacrifier les droits des salariés? Catherine Perret, bonsoir, vous êtes secrétaire confédérale de la CGT. Bonsoir. Selon vous, la position de la CGT est claire. Oui, on imagine. Les lois travail n'entreront pas dans l'entreprise car elles sont faites pour détourner la négociation collective. C'est monolithique comme ça ? Oui. Bon, très bien, c'est clair. Bernard Vivier, bonsoir. Vous êtes directeur de l'Institut supérieur du travail. Selon vous, aujourd'hui, une entreprise doit s'adapter vite, ne pas attendre de perdre de l'argent pour se séparer de certains de ses salariés. Et enfin, Déborah David, bonsoir. Vous êtes avocate spécialisée dans le droit du travail. Vous considérez qu'avec ces réformes, Emmanuel Macron veut rendre les entreprises plus souples, plus compétitives. C'est son but. Est-ce que ça va créer de l'emploi? C'est son pari. On verra si vous vous prononcez sur la validité de ce pari ou pas. On démarre avec une question d'un de nos internautes, Nadia. Oui, une téléspectatrice, question que je vous lis. 85% des nouveaux contrats se font en CDD, donc en contrat à durée déterminée, je vais y arriver. Comment permettre plus d'embauches en CDI? Bernard Vivier, est-ce que les nouvelles mesures vont favoriser des créations d'emplois plus pérennes, plus de CDI? Oui, vraisemblablement. Votre chiffre de 85% des CDD de CDD, de contrats à durée déterminée, demande à être augmenté même des contrats par intérim. Et on dépasse les 90% d'embauche. Mais aujourd'hui, plus de 90% des salariés qui ont un contrat de travail le sont sous un contrat à durée indéterminée. Et c'est là le paradoxe. C'est-à-dire, nous sentons des entreprises qui ont besoin d'embaucher, mais qui ne le font pas parce que, c'est en tout cas le discours que l'on entend dans les milieux patronaux, elles ont peur de ne pas pouvoir se séparer à temps de salariés au moment où elles auront des difficultés. Et donc, il est important, c'est toute la réflexion aujourd'hui, de trouver les conditions pour que des personnes puissent entrer dans une entreprise, mais aussi pour qu'une entreprise puisse se séparer de salariés pour en embaucher d'autres. Et c'est précisément l'esprit de cette mesure sur les ruptures conventionnelles collectives. Je vous vois fulminer juste avant le chiffre du jour. Vous voulez répondre ? Moi, ce que je remarque, c'est que la première mesure qui est mise en œuvre à la suite des ordonnances Macron, c'est pas une mesure qui est destinée à créer de l'emploi, c'est une mesure qui est destinée à faciliter les licenciements et surtout à enlever de la protection aux salariés. Est-ce que la création d'emplois n'est pas en second lieu ? Mais non, je ne pense pas qu'elle soit en second lieu et je pense qu'au contraire, on facilite les licenciements et on change la nature du travail, qu'on flexibilise et qu'on précarise et que ce n'est pas bon pour l'économie. Alors, on va s'appuyer sur un exemple, il est tout chaud, il date d'hier. Pinky ?
Pinky, 208. 208, c'est effectivement le nombre de postes que ce groupe voulait supprimer en recourant à la rupture conventionnelle collective. Et puis hier, la direction de l'entreprise a abandonné son idée face à l'opposition de la CGT, de FO et aussi de la CFDT. C'était la première tentative de rupture conventionnelle collective, mais aussi finalement son premier échec. Et finalement, Pinky va devoir s'orienter vers un très classique plan de départ volontaire. Alors Déborah David, est-ce que vous pouvez nous dire... On va voir. Mais est-ce que vous pouvez nous dire justement quelle est la différence entre la rupture conventionnelle collective et un plan classique de départ volontaire ? Ça ne s'inscrit pas dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que la rupture conventionnelle collective, c'est un outil d'anticipation des difficultés économiques. La position des ordonnances, c'est de créer ce type d'outil pour que les entreprises puissent s'adapter avant de rencontrer des difficultés économiques. Vous savez, auparavant, on ne pouvait pas adapter l'entreprise sans prononcer des licenciements pour motif économique. Par exemple, lorsque vous modifiez des contrats de travail, eh bien, le salarié qui refusait la modification de son contrat de travail était nécessairement licencié pour motif économique. Donc, en fait, l'idée des ordonnances, c'est de déconnecter finalement l'adaptation de l'entreprise, qui peut se faire de façon beaucoup plus souple, de la rupture sèche et contrainte du contrat de travail par le biais de licenciements. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de justification économique à apporter. Absolument. Pour le salarié, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce qu'il y a en plus ou en moins par rapport aux procédures existantes jusqu'à présent ? Alors, globalement, c'est à peu près les mêmes mesures qui sont comprises dans un plan de sauvegarde de l'emploi classique qu'on connaissait, assorti ou pas d'un plan de départ volontaire, et dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective. Pourquoi ? Il faut que dans le cadre de ce plan, vous prévoyez des mesures de reclassement pour les salariés. Comment ? Alors, il y a les ordonnances. Pas individualisé, d'accord. Ah bah si, c'est individualisé. Dans le cadre des ordonnances, c'est vrai qu'on faisait référence qu'aux mesures de reclassement externe. Aujourd'hui, vous savez que les ordonnances font l'objet d'un projet de loi de ratification qui est passé déjà par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a déjà rajouté des mesures à offrir aux salariés. Est-ce que ça permet des d'aller mesures plus vite d'accompagnement? Est-ce que le processus est plus rapide? Ah bah non, c'est pas du tout, c'est pas du tout plus rapide. Il faut quand même le temps de la négociation collective. Bah oui, il faut le temps de la négociation collective et ça peut être beaucoup plus long. Vous savez, quand on met en place un plan de sauvegarde de l'emploi dans une entreprise, le timing est très cadré. C'est entre 2 et 4 mois la consultation. Lorsqu'on pose sur la table un projet d'accord de rupture conventionnelle collective, bah, ça prend le temps de la négociation. Alors, Catherine Perret, une des principales ce désaccord, le vôtre, pourquoi Une des principales différences, c'est que par exemple aujourd'hui, dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective, il n'y a plus la question de l'expertise. L'expertise de la réalité de la difficulté économique de l'entreprise. Or, on voit bien que les exemples qui sont pris là dans l'actualité, que ce soit Pinky ou PSA par exemple, et même Engie qui annonce la possibilité éventuellement d'agir de la même façon, ce ne sont pas des entreprises qui sont dans la difficulté financière. Et moi, il me semble que anticiper justement la compétitivité, la CGT n'a pas peur de ce mot, et la bonne santé des entreprises, c'est faire de la GPEC. C'est-à-dire faire de la prospective en matière de besoins de renouvellement, de qualification, de main-d'œuvre par rapport à des choix stratégiques de production sur 2, 3, 5 ans. C'est pour ça que nous revendiquons la négociation du plan de formation tous les 3 ans dans l'entreprise pour pouvoir avoir une vue précise sur les changements de nature de métier, ce qu'il faut en matière de montée en qualification. Bernard Vivier, néanmoins, dans le nouveau dispositif, il y a quand même des garde-fous qui sont apportés. Oui, très sérieux. Dans le nouveau dispositif, il faut d'abord une négociation. Il faut que 50% des salariés, à travers leurs organisations syndicales, disent oui. C'est ce qui est à Pinky, il n'y a pas eu cette majorité. Eh bien, la direction rentre chez elle penaude. Chez PSA, on n'a pas le résultat, mais a priori, d'après les déclarations des organisations syndicales, un peu plus de 80% des salariés, à travers leurs organisations, vont dire oui. Et puis, ce doit être homologué par l'administration dans les 15 jours, qui non seulement vérifie le contenu des mesures, mais aussi en contrôle, en surveille l'application. Donc c'est quelque chose de bordé. Et c'est important parce que ces dispositions sont vraiment novatrices. Vous savez, je ne suis pas un grand adorateur de la politique sociale du président de la République, qui est arrivé un peu neuf, avec des idées un peu étatistes, et organisant le marché du travail un peu à sa façon. Mais là-dessus, il a mis quelque chose de remarquablement efficace que les entreprises vont utiliser. Une entreprise, elle doit en permanence, et beaucoup plus que par le passé, adapter sa taille et ses effectifs à la taille du marché. Parce que les marchés sont de plus en plus réactifs. Deuxièmement, je vais vite, elle doit
adapter ces métiers et ces hommes, ces femmes, aux évolutions des métiers. Et l'accès et le critère gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences est central. Non, mais il doit justement être fait en prévention de difficultés que peut rencontrer une entreprise, y compris quand elle a besoin de reconvertir ses salariés, et pas servir d'alibi à un licenciement. Mais Catherine Perret, vous avez dit, la CGT a dit non dans le cas de Pinky. Est-ce que c'était un non politique ou est-ce que finalement c'est une position sociale? Non, c'est un non qui est travaillé sur justement argumenté, les risques, et argumenté bien sûr, sur les risques que posent ces décisions, notamment en diminution de droits pour les gens qui vont être licenciés. Par exemple, il faut savoir que quand on qu'on fait recours aux ruptures collectives, conventionnelles collectives, le salarié ne va pas avoir accès au contrat de sécurisation professionnelle. Or, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, bon nombre de salariés qui devaient partir avaient possibilité de se reconvertir avec un maintien d'un niveau de rémunération pendant presque un an, très intéressant, avec des formations lourdes. C'est plus le cas aujourd'hui. Alors, Déborah David, vous êtes pas... non, oui, vous parliez de 2 conditions pour mettre en œuvre une rupture conventionnelle collective, donc la signature par les syndicats et la validation de la directe, mais enfin il y a quand même la 3e condition qui est la condition la plus importante, qui est l'adhésion des salariés. La volontariat. rupture conventionnelle collective repose sur le volontariat. Est-ce que le rapport de salariés. force dans une entreprise peut garantir le volontariat à 100%? Est-ce qu'on est, rappelons-nous choix l'épisode Smart où on demande aux gens de travailler 37 heures, payer 35, et qu'on leur dit si vous n'acceptez pas, on ferme votre boîte. En ce qui concerne le Il n'y a pas du volontariat, chantage. Le volontariat, je vois mal un salarié forcé de quitter l'entreprise, de dire oui, moi je suis volontaire au départ pour sauver les comptes finalement de l'entreprise, parce que pardon, mais quand il a quitté l'entreprise, il n'en a plus rien à faire de savoir si les comptes s'écroulent ou pas. Enfin, faut arrêter le fantasme de la pression sur les salariés. Il y a toujours eu, vous savez, la rupture conventionnelle collective, c'est un slogan, c'est joli dans le cadre des ordonnances, mais ça existe depuis des années. La rupture conventionnelle collective, ce n'est rien d'autre que le plan de départ volontaire autonome. La seule différence avec ce qui se passait avant, c'est que c'est sécurisé juridiquement, puisque auparavant, c'était pas prévenu dans le code du travail, et aujourd'hui, c'est bordé. Juste une question, avant Nadia, la CGT était contre les plans de départ volontaires et autonomes? Oui, bien sûr. Déjà. Bon. Et sur le principe, je voulais quand même ajouter que cette mesure, c'est la seule qu'on a découvert le 31 août, lorsqu'on a été réunis auprès du Premier ministre sur les ordonnances Macron. Donc on n'en avait pas parlé avant. Ça existait et donc, déjà. non, ce qui existait, c'était les ruptures conventionnelles individuelles. Et on sait que ces ruptures Depuis conventionnelles 2010. individuelles, on sait dans quelles conditions les gens partent des entreprises, souvent contraints et forcés. Et quand on parle justement de pression sur les salariés, on a de très beaux exemples de problèmes liés au travail. Alors, écoutez ce que va vous dire Nadia, parce que certains, les anciens, peuvent être néanmoins intéressés par cette modalité. Oui, effectivement, la rupture conventionnelle collective va avoir un effet sur l'emploi des seniors, et c'est presque assumé par le ministère du Travail, puisque l'entourage de la ministre Muriel Pénicaud l'a dit, ce sera un outil pour les entreprises qui veulent rajeunir leur pyramide des âges, autrement dit, évincer les seniors de l'entreprise pour faire de la place aux jeunes qui sont plus flexibles et moins coûteux. Or, on le sait, le contexte n'est pas très favorable déjà aujourd'hui aux plus de 55 ans. Aujourd'hui, 6 seniors sur 10 terminent leur carrière au chômage, soit après un licenciement, soit après une rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle traditionnelle, telle qu'on la connaît, c'est déjà une manière de pousser les plus âgés vers la sortie. Elle représente un quart des fins de CDI des 58-60 ans. En réalité, c'est une pré-retraite déguisée. En tout cas, c'est l'impression qu'on peut avoir. Donc, ça a un effet sur les seniors concernés, puisqu'ils vont devoir vivre avec moins plutôt que prévu. Et ça aussi a des conséquences sur la collectivité, sur les régimes de retraite, sur les comptes de l'assurance chômage, puisqu'un senior qui ne travaille pas ne cotise plus. C'est donc ce que craignent les syndicats. On a entendu la CGT notamment, mais pas seulement, qu'il y ait désormais des charrettes de seniors. Bernard Vivier, est-ce qu'il n'y a pas un caractère discriminant? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque, cette tentation dans l'entreprise de se dire on va se débarrasser des vieux, pour le dire crûment? Non. Il faut être attentif. Sur le plan national, il y a effectivement un risque majeur concernant l'impact sur le taux d'emploi des seniors. Oui. Et la France n'est pas en bonne position par rapport aux autres pays européens. Donc et quelle est la différence entre l'impact sur le taux d'emploi et le fait de se débarrasser avec plus de facilité des seniors? Justement, une entreprise, c'est un peu une question de salaire, mais pas tellement. C'est d'abord une question de compétences. Les métiers évoluent. Et les métiers évoluent, et c'est le problème de la formation à l'intérieur des entreprises.
n'attendons pas qu'un salarié ait 45 ans, ce qui déjà dans une entreprise devient presque On est âgé, presque un senior. pour lui faire des formations. Parce qu'on ne gardera pas son métier toute sa vie, celui qu'on a en arrivant dans l'entreprise. Et donc, la question des entreprises, c'est de se séparer de salariés et d'en embaucher d'autres. Pourquoi de se séparer de salariés qui sont trop chers, c'est ça ? Un autre exemple ensuite très concret. PSA, c'est effectivement une suppression ces dernières années de 20 000 emplois, dernièrement 2300, éventuellement rembauche de 400 en production, mais les gens qu'on licencie aujourd'hui, c'est ceux qui font de la production, donc il y a un changement de nature de l'emploi, et 2000 alternants, contrats d'alternance. Or, il y a un vrai problème de baisse en compétitivité et de non-sens économique dans cette politique, qui est une politique idéologique de baisse des salaires. Je vais prendre un exemple précis, Baccarat. La très belle entreprise Baccarat de cristallerie du Grand Est. 450 salariés, 150 salariés qui partent, touchés par le plan amiante, qui partent en retraite anticipée parce qu'ils ont été exposés. Eh bien, l'entreprise, elle est en péril parce qu'il n'y a plus de savoir-faire, il n'y a plus de salariés compétents pour poursuivre justement cette belle aventure de Baccarat. Tout le monde reconnaît à dire que c'est une entreprise qui est reconnue mondialement. La CGT a proposé sur la table un projet de formation professionnelle où justement on lie les compétences et les qualifications des seniors pour former des jeunes qui vont reprendre le flambeau. On va en parler dans un instant. Catherine Perret, on va en parler dans quelques instants de la formation professionnelle, puisque c'est précisément d'ailleurs, ce sera le prochain dossier de la loi travail d'Emmanuel Macron et du gouvernement d'Édouard Philippe. Mais d'abord, portrait façon western Bacalao par Thierry Nolte, alias Sergio Leone Nolte, de Carlos Tavares, le PDG de PSA. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Tandis que son groupe gagne de l'argent, le patron de PSA compte proposer la nouvelle RCC, rupture conventionnelle collective, à 1300 salariés. Alors faut-il envoyer Carlos Tavares à la casse? Carlos Tavares est l'homme providentiel de Peugeot Citroën. Pour frimer avec son bénéfice net record de 1,25 milliard d'euros au premier trimestre, le serial cost killer a depuis 2013 pulvérisé les dépenses, viré 10 000 salariés, et avec cette RCC, la tendance ne risque pas de s'inverser. Et après, je vais virer tout le monde. Vous, eux, moi. Parce que l'avenir, ça n'est pas la voiture autonome, c'est l'entreprise autonome qui se pilote toute seule, voilà. Sky is the limit. Hein? La CFDT s'inquiète, la CGT s'insurge, mais le PDG est bien décidé à poursuivre son idéal de performance. Toute sa vie, il a fait mieux qu'hier et moins bien que demain. Le kid de Lisbonne, élève boursier du lycée français, est devenu l'arbre à cam en tête du CAC 40. Carlito a fait Matsup à Toulouse, puis Centrale, et déroulé sa carrière chez Renault-Nissan à Tokyo, Nashville ou Boulogne-Billancourt. Et puis Carlos Tavares a tenté une grossière queue de poisson au patron Carlos Ghosn. Sortie de route et nouveau départ chez PSA. Chez le concurrent, Carlos est surpayé jusqu'au ridicule et frugal jusqu'à l'absurde. 5 millions d'euros de salaire annuel, mais vol low cost, veste Décathlon et gobelets en plastique. Des enfants qui tiennent un joli bed and breakfast à Lisbonne, une hygiène de vie monacale et une seule passion connue, la bagnole. Chérie, pour notre anniversaire, j'ai décidé de t'offrir un tour des concessions Peugeot du département. Oh, mais non, mais c'est une folie. Oh, si. De l'ordinaire, surtout pas de super. Bravo Thibault Nolte. Éric. Oui, ce qu'on a vu pendant la campagne présidentielle, on a entendu Emmanuel Macron parler beaucoup de flexi-sécurité. Ce qu'on a surtout vu dans cette loi travail, c'est la partie flexibilité. Ce qui manque aujourd'hui, quand même, c'est la partie sécurisation du travail. Est-ce que c'est quelque chose qui va venir, qu'on peut attendre dans les prochains mois qui sont aujourd'hui en débat? Pas dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Après le vaste chantier de réforme du droit du travail qui est sous, globalement, l'angle flexibilité des règles du travail. Et les discussions ont permis un peu de rééquilibrer. Négociations de branche, fortement oubliées au début, et aujourd'hui un peu rééquilibrées par rapport aux négociations d'entreprise. On a aujourd'hui les négociations sur l'apprentissage, la formation professionnelle et l'assurance chômage. Et là, on est bien dans les domaines de ce que les salariés peuvent recevoir pour maîtriser leur avenir. On pense essentiellement formation professionnelle, apprentissage. Et là, on revient sur un mot central
le métier, l'évolution des métiers. Une entreprise comme PSA, il y a encore 50 ou 60 ans, elle fabriquait toutes les pièces d'une voiture. Aujourd'hui, elle assemble les voitures. Demain, elle ne fera même plus ça. Elle vendra un service, c'est-à-dire la mobilité. Et l'objet, ce sera autre chose. Et on voit ça dans toutes les entreprises. Donc certaines voient leurs effectifs se réduire au bénéfice d'autres entreprises qui travaillent pour elles et avec elles, ou d'autres entreprises qui émergent. L'industrie automobile n'est pas assurée d'être en 2030 comme elle est aujourd'hui, au PSA. Vous êtes un avocat vibrant de la Macronie, mais je crois que Catherine Perret veut juste réagir sur la formation et l'avenir de la formation. Oui, moi je crois que même si le président avait dit il y a une partie flexibilité, et puis demain ce sera la sécurité avec la formation et l'apprentissage et l'assurance chômage, je crois qu'aujourd'hui, quelques semaines après les débuts des échanges et des discussions, parce qu'il n'y a même pas véritablement de négociation en tant que telle, plus personne ne croit qu'on est en train de créer de la sécurité, le volant sécurité. Au contraire, dans le domaine de la formation professionnelle, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans les négociations ? Aucun engagement patronal, justement, pour favoriser la formation professionnelle qualifiante, permettant véritablement d'absorber les mutations économiques, technologiques, numériques. Au contraire, ce que disent les organisations patronales autour de la table en ce moment de la négociation, c'est « nous ne voulons plus rien payer, c'est l'individu qui est responsable de son employabilité ». Contrairement à ce que dit encore le Code du travail. Donc c'est à lui de s'adapter. C'est à lui de s'adapter, effectivement. Et donc c'est un non-sens complet en termes, là encore une fois, économique et social. Et puis l'apprentissage, vous avez suivi les derniers événements. Hein. Sylvie Bruno a arrêté la concertation, la pseudo-concertation. Elle est écourtée. Il n'y a pas de consensus. Les régions de France ont quitté la table. Enfin, c'est un échec. On va vous faire écouter... La ministre du Travail qui réagissait, c'était le 4 janvier sur France Inter. Elle répondait à une question sur le durcissement du contrôle des chômeurs et elle commentait notamment ces chiffres d'une étude issue de Pôle emploi sur le contrôle des chômeurs. Et ce qu'elle nous disait, c'est qu'elle estime que certains chômeurs ont des comportements de profiteurs. On l'écoute. On a quand même trouvé 14% des gens, ce qui n'est pas très étonnant, qui eux n'avaient aucun problème de découragement, avaient des compétences qui étaient tout à fait accessibles sur le marché du travail, qui ne cherchaient pas à bénéficier de l'assurance chômage. L'assurance chômage, c'est l'argent qui vient des cotisations des salariés, des employeurs et ça vient aussi de l'État. C'est comme l'URSSAF, c'est normal qu'il y ait du contrôle. Simplement, comme je le disais, le contrôle doit être bien fait. Déborah David, est-ce que Muriel Pénicaud a raison de réclamer des meilleurs contrôles des chômeurs et au risque de stigmatiser certaines catégories de demandeurs d'emploi ? Mais elle ne dit rien de nouveau, Muriel Pénicaud. Ça fait des années qu'on parle du contrôle des chômeurs et de la façon dont ils s'activent pour retrouver un emploi. Elle veut renforcer ces contrôles. Elle veut renforcer ces contrôles, effectivement, mais ce sont des contrôles qui existent déjà. Est-ce que c'est ça l'urgence de traquer les supposés profiteurs et fraudeurs ? Bahamas, vous voulez dire ? Ceux qui sont aux Bahamas ? Non, mais on sait maintenant, dans le cadre du programme d'Emmanuel Macron, candidat, ce qu'il avait dit, c'est qu'il voulait ouvrir Pôle emploi à tous les types de travailleurs. Donc il n'y a pas seulement les salariés, il va y avoir bientôt les indépendants, etc., les artisans. Effectivement, s'il n'y a pas de contrôle, là, on va vite créer un trou énorme. C'est le mot de la fin pour le dossier ce soir. Merci. Mais oui, ça va vite. Merci à tous les trois. Dans un instant, une histoire de meurtrier fantôme, Xavier Dupont de Ligonnès, qui donne envie de remonter à l'origine du droit d'asile dans les églises et les monastères, et une histoire de publicité éphémère avec messieurs Maudu et Saltiel, mais d'abord Désintox nous vaccine ce soir contre les intox, contre les vaccins. En boucle. 11 vaccins sont désormais obligatoires pour tous les enfants nés depuis le 1er janvier 2018. Mais la fronde des anti-vaccins continue à charrier son lot d'intox. Il répète ainsi depuis des mois qu'un lien aurait été démontré entre vaccins et autisme. Pourtant, rien ne permet de l'affirmer. Premier argument qui ne tient pas la route, dans les années 90, on a vu augmenter le taux d'enfants diagnostiqués autistes aux États-Unis, alors qu'au même moment, le nombre de vaccinations à l'école a lui aussi largement augmenté. Certains y ont vu une relation de cause à effet qui n'est en fait pas du tout avérée. En réalité, c'est une meilleure surveillance qui est à l'origine de l'augmentation des diagnostics et de cette supposée épidémie d'autisme.
Deuxième argument brandi par les anti-vaccins, une étude publiée en 1998 qui tentait de démontrer un lien entre le vaccin ROR contre la rougeole, les oreillons et la rubéole et l'autisme. L'étude était menée sur un échantillon restreint et n'était que préliminaire et depuis, de nombreuses études sont venues la contredire. En 2001, l'Institut de médecine britannique a passé en revue toutes les données relatives à l'association vaccin-autisme disponible et conclut qu'il n'y avait aucun lien. Le dossier a été refermé et l'auteur de l'étude, qui faisait l'objet de conflits d'intérêts, a même été rayé de l'ordre des médecins britanniques. Bref, alors que l'OMS et de multiples recherches assurent que le lien entre vaccination et autisme n'est pas avéré, la seule étude établissant un lien entre les deux a été largement désavouée. Merci Désintox, salut vous deux. Ça va François-Xavier, bonsoir. Vous parlez sans... Non, ça va très bien. Vous parlez comme ça, c'est un peu crispé. Alors, oui, on va parler de Xavier Dupont de Ligonnès. Peut-être cela vous crispe-t-il, qui est recherché depuis 7 ans pour le meurtre de sa femme et de ses enfants. Serait-il entré au Carmel ? Il y a eu une opération de police. De police, oui. Hier, dans un monastère du côté de Roquebrune sur Argence, dans le Var, car on l'avait vu pour la dernière fois dans ce département. C'est ça. L'opération a fait chou blanc. Néanmoins, vous avez envie de remonter à l'origine du droit d'asile offert par les églises. Et oui, le droit d'asile, la possibilité pour quelqu'un qui est poursuivi de trouver refuge dans un endroit protégé. Ouais. C'est une notion qui existe déjà sous l'Antiquité et qui est reprise par l'Église. Ainsi, le 10 juillet 511, Clovis, roi des Francs, convoque un concile à Orléans. Alors, dans cette réunion d'évêques, de prélats, tout ça, on confirme le fait qu'un meurtrier, un adultère ou un voleur qui s'est réfugié dans une église ne peut pas être arrêté. C'est ainsi. Alors, bon, il faut quand même rappeler ce qu'est la justice au VIe siècle. Au VIe siècle, ça rigole pas beaucoup. C'est-à-dire qu'elle est un peu expéditive. Le droit n'est pas vraiment codifié. En gros, ce qui domine, c'est la vengeance personnelle, la vindicte populaire. La justice est faite par l'offensé. Hop, il tue directement, ça va très vite. D'où la nécessité vitale pour certains de trouver refuge dans un lieu d'asile, une église, un monastère, tout simplement le temps que les esprits s'apaisent, vous voyez, puis après on ressort. Ça n'empêche pas la justice. Évidemment, ça conduit à des dérives. Combien de temps il va rester là? Donc c'est pour ça que l'Église réfléchit peu à peu à faire évoluer ce droit d'asile. Notamment dans le cas d'une situation, mais alors inextricable. Que fait-on si le meurtre est commis dans le monastère? Oui, on ne peut pas s'en sortir. Alors au fur et à mesure que l'autorité royale se renforce, main dans la main avec l'autorité religieuse, eh bien le droit d'asile évolue. C'est-à-dire que comme la justice est plus sereine, on peut se permettre de temporiser ce droit d'asile. Par exemple, le pape Grégoire XIV, au XVIe siècle, déchoit du droit d'asile les meurtriers, leurs complices, mais aussi les faux monnayeurs. Oh bah oui, on rigole pas tellement avec l'argent. Et puis en France, c'est François Ier avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539 qui met fin au droit d'asile. Il est clairement dit que personne ne peut échapper à la justice royale. Donc vous voyez, il n'y a plus de droit d'asile depuis le XVIe siècle. On va dire qu'il y a une tradition d'asile qui est encore maintenue, mais alors longtemps plus tard, par certains curés. Je ne ferai sûrement pas appel à la police, car je pense qu'il faut qu'il y ait encore des lieux comme les temples, les synagogues et les églises qui restent de grands espaces de liberté. Eh ben voilà. Chapelle Saint-Bernard. Oui, derrière, ça nous rappelle quelque chose. Oui, enfin apparemment c'était marqué. François, les tergiversations autour de l'autorisation de la publicité. Où ça? Sur les trottoirs, oui, qui a fait son apparition au 1er janvier 2018, suite à un décret officiel annonçant l'expérimentation pour 18 mois dans 3 grandes villes françaises, Lyon, Bordeaux et Nantes. La publicité peut donc maintenant légalement s'afficher sous les pieds des passants, pour la plus grande joie, bien sûr, des marques qui se frottent les mains. De projection d'eau ou de peinture biodégradable sur le bitume, la start-up insiste évidemment sur cette fibre écologique pour vendre cette publicité propre et son dispositif. Un argument bien sûr dans l'air du temps pour envahir l'un des derniers recoins disponibles de notre espace public qui épargnait, jusque-là qui était épargné des messages commerciaux. Mais ce n'est pas si simple car 2 villes se rebellent, Bordeaux et Nantes, qui dénoncent un manque de concertation et évoquent même une pollution
visuels et contraignent le gouvernement à faire marche arrière. Le Premier ministre a d'ailleurs suspendu l'expérimentation dans 2 villes et seul Lyon poursuit l'aventure en cavalier seul. Mais que les annonceurs se rassurent. S'ils perdent momentanément les trottoirs, mais si les annonceurs, mais moi je vais les rassurer car ils vont peut-être pouvoir décrocher la Lune. Les annonceurs, et oui, on vient d'apprendre qu'une start-up japonaise, iSpace, va pouvoir commercialiser de l'espace publicitaire sur la Lune. Et oui, c'est vrai, ils viennent d'obtenir une levée de fonds pour envoyer un petit vaisseau dans l'espace. Une fois l'alunissage, sa carlingue va servir d'écran pour afficher des messages publicitaires. Le tout sera pris en photo et transmis à la Terre. Objectif 2019. Hergé se retourne dans sa tombe. Alors vous imaginez et tous les autres. Ce rêve de publicitaire, vous avez votre logo et la Terre en toile de fond. Et finalement, c'est un cauchemar. On pourrait même dire que c'est un petit pas pour les marques et un grand pas en arrière pour l'humanité. Bien vu, hein? On est d'accord. Moi, je viens de comprendre quelque chose. Et pourquoi est-ce qu'on va rouler bientôt à 80 km/h? C'est pour regarder les publicités sur le trottoir. Merci, mais on roule pas sur le trottoir, rassurez-moi. Bon, merci les amis, à suivre sur l'antenne. Ma vie avec Liberace de Steven Soderbergh avec Michael Douglas absolument stupéfiant et Matt Damon absolument collant le premier. C'est le Sunset Boulevard du kitsch, un biopic génial sur le pianiste extravagant et très choucrouté de Las Vegas. À demain 20h05. Clin d'œil pour finir à notre diplomate des loups, Serge Reggiani et les loups qui sont entrés dans Paris. Soit paressés, soit par évrés, sans loups sont entrés dans Paris, cessez de rire, charmante Elvire, sans...